Chers amis de Civitas et de-delà de Civitas, je suis heureux au nom de la section de Paris et de la région Île-de-France de vous accueillir aujourd'hui. Et nous avons comme invité d'honneur, comme orateur, Madame Marion Sigaud, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Auparavant, je vous propose, selon notre usage, de commencer par une petite prière, s'il vous plaît. Nous allons commencer par une brève prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort, ainsi soit-il. Sainte Geneviève, patronne de Paris, priez pour nous. Amen. Donc, chers amis, je suis donc heureux de vous accueillir pour une de nos conférences. Cela devient maintenant un petit peu une habitude. Nous avons un vrai cercle de formation. Et je remercie vivement Madame Sigaud d'avoir accepté, avec beaucoup de gentillesse, de venir nous parler. Madame Sigaud est un écrivain, mais c'est aussi une femme d'action. Et je vais retracer quelques points de son itinéraire. Certains la connaissent déjà sans doute, et certains ont déjà de ses livres. Sinon, nous avons un certain nombre d'ouvrages ici, ainsi qu'un recueil de chants, je crois, ça je ne connaissais pas. Et puis également, Madame Sigaud a répondu à un entretien dans notre revue Civitas, dans la dernière parue, donc je vous signale toute cette documentation. Alors, le parcours de Marion Sigaud est typique de ce qui est arrivé à un nombre de personnes qui ont eu, au cours des années 60, ont commencé à avoir une réflexion, peut-être à l'âge d'être étudiant, dans des années de jeunesse où on se forme, et elle a connu à ce moment-là une désorientation, véritablement. En effet, comme elle le souligne dans son entretien, elle est partie, j'allais dire, elle est très bien partie, elle est partie d'un catholicisme fervent et traditionnel. Si l'on en juge d'ailleurs par la jolie photo de communiante, c'est vraiment un catholicisme très traditionnel. Et c'est alors qu'elle a subi le choc du boulet, si j'ose dire, ou le choc de deux boulets particulièrement redoutables, à savoir les deux vecteurs révolutionnaires, mai 68 et le Concile Vatican II. À l'époque de mai 68, elle faisait partie de la jeunesse étudiante chrétienne, qui était un mouvement, ces mouvements d'action catholique, vous savez, qui était recommandé, qui avait un mandat de l'épiscopat, comme on disait, et elle a dit que ce mouvement, elle l'a écrit, était le poisson pilote de la révolution culturelle de mai 68. Elle a retrouvé des animateurs de ce mouvement chrétien sur les barricades. Sur les barricades donc, du 10 mai c'est tout de même certainement une surprise. Et elle parle même, j'utilise ces termes, de glissade vertigineuse dans le grand n'importe quoi, de renversement des valeurs, et elle dit qu'elle a suivi parce qu'elle avait le désir d'être comme les autres. Dans une atmosphère de remise en cause générale, en plus elle avait quelques problèmes personnels, un conflit familial à cette époque, tout cela a fait d'elle une gauchiste. Elle le dit lui elle-même, elle dit d'abord catho de gauche, puis de gauche tout court. Donc voyez la glissade, si j'ose dire, qui a été causée par ces deux facteurs de désorientation conjoints, parce que la GEC, c'est la rencontre à la fois du progressisme chrétien et du progressisme tout court, du progressisme gauchiste 68 art. Madame Sigaud a alors abandonné les pratiques religieuses, et elle dit d'ailleurs, j'ai bien aimé l'expression, de toute façon la messe ce n'était plus ça. Et c'est vrai que la nouvelle messe, bon, vous connaissez peut-être la chanson de Brassens à ce sujet, sans latin, la messe, bon, je vous laisse lire la suite. Alors, Madame Sigaud a alors multiplié les expériences, elle parle d'errance, elle est allée dans un kibbutz, elle a connu aussi le côté palestinien de la lutte palestinienne, elle a eu l'espoir mitterrandien de 1981, puis après déception, elle est allée vers le trotskisme. Mais au passage, elle souligne qu'elle n'était pas une doctrinaire, qu'elle ne croyait pas à la lutte des classes et qu'elle n'était pas une lectrice assidue de Marx, ce qui me rassure. Alors, elle s'est installée à la campagne, et là, elle a été, je vais utiliser un terme moderne que j'aime pas, mais qui est surtout interpellée par la découverte accablante de l'importance passée et actuelle de ce qu'elle appelle la pédocriminalité de réseau, c'est-à-dire, je cite sa signification, l'enlèvement et la destruction d'enfants par des adultes qui en abusent. Et elle a alors décidé de combattre cette dérive et tout d'abord de la connaître sur le long terme, et pour ce faire, elle a repris des études d'histoire à l'université, n'est-ce pas, et elle a un diplôme d'études approfondies d'histoire, je crois. Tout ce que
professeur d'université, j'apprécie beaucoup, évidemment, de trouver un peu une collègue. Et donc, elle a, tout en luttant contre les dérives des mœurs qui se produisaient avant, à cette époque, et qui se produisent toujours, vous le savez, et qui continuent, elle a également voulu approfondir ses études. Ces études historiques l'ont amené à remettre en cause un certain nombre de mensonges colportés depuis l'école, l'anticléricalisme, le génocide vendéen. Et cela a été pour elle, j'allais dire, un réveil, de la même façon qu'elle écrit Revenir à la messe et quitter la gauche. Et la rencontre d'Alain Escada, avec qui elle a écrit un livre d'entretien d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur Média Culture et Patrimoine. Oui, et donc elle a écrit un entretien où et cela a accéléré sa transformation. Et on a fait une militante du bon combat qui se définit comme femme française et catholique. Et donc une définition très simple. Et je crois que Mme Sigaud a retrouvé ses bases. Après cette longue errance, elle a retrouvé son chemin. Avant d'en venir à son travail, je voudrais encore souligner un combat particulièrement courageux de Mme Sigaud. Elle n'a pas craint en effet de dénoncer un des faux dieux de la pédophilie branchée à la mode. Elle a en effet écrit un petit livre, De l'amour, du sexe et des enfants. Et dans cet ouvrage, elle attaque divers pédophiles, et en particulier Gabriel Matzneff, un écrivain mondain qui raconte complaisamment dans ses livres ses exploits pédophiles avec des fillettes et des garçons. Les deux, il n'hésite pas, il est très éclectique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Matzneff, il est toujours en vie, mais il a sévi depuis des décennies, et il a été une des idoles d'une certaine gauche sociétale, bien sûr, qui voulait libérer la pédophilie. À cette époque, quand il y avait une complaisance dans des journaux comme Libération, par exemple, pour ne pas le nommer, là-dessus, avec même des noms pour des rendez-vous, etc. Et le plus scandaleux de cette affaire, c'est que Gabriel Matzneff n'était pas seulement soutenu par la gauche et l'extrême gauche, il s'égarait à droite, et même dans ce que nous appelle l'extrême droite, et même dans l'extrême droite catholique. Donc il y a eu, tout au moins, on a faim de l'ignorer, on tournait autour, il n'était pas attaqué, puis c'est un grand écrivain, on vous disait ce genre de choses. Donc Madame Sigaud a eu le courage de dénoncer ce personnage, ce qui lui a valu d'être elle-même diabolisée, et pas par la gauche, mais par de pseudo-amis, dont un admirateur de Robespierre. Il a été reproché à Mme Sigaud de se tromper de cible en s'attaquant trop tard à Matzneff, mais Matzneff avait tout fait pour ne pas être attaqué avant. Et puis c'est aussi parce qu'il y a eu un changement de perception de la pédophilie à ce moment-là qu'il reçoit un peu le vent du boulet à l'heure actuelle. Mais donc on lui a reproché cela. On a insulté grossièrement Mme Sigaud. Là, il y a des termes, je ne les reproduirai pas, mais il y a vraiment des choses odieuses. Elle était accusée aussi de défendre l'ordre moral. Vous voyez, le grand péché. À Civitas, ça ne nous paraît pas trop grave. Mais on l'a traité de bigote également. Et il est très bien porté dans certains milieux, même des milieux dits d'extrême droite, de fanfaronner et d'afficher une immoralité fière d'elle-même. Donc, une sexualité libérée, entre guillemets. Alors, je réponds que nous sommes, nous, la droite nationale et catholique, sans accommodement et sans exception de personne. Donc, vous ne voyez pas d'exception dans les comportements que nous trouvons choquants. Et nous n'avons pas en charge la police des mœurs, je le précise, tant que la vie privée reste privée. Il y a un mot de Jean-Marie Le Pen, un peu rude, mais je vais le citer parce que le mot est amusant. Il a dit « Nous ne faisons pas la police des braguettes ». Je suis tout à fait d'accord. Tant que la vie privée est privée, à tout pécheur miséricorde, à tout péché miséricorde, il y a certainement parmi nous des pécheurs, nous sommes tous d'ailleurs, théoriquement, mais plus ou moins, et selon les domaines quand même. Mais ce n'est pas du tout faire une police de ce côté-là. Dès lors, en revanche, si comme M. Matzneff, on fait étalage de ses perversions, de ses goûts anormaux, etc., à ce moment-là, il est bien normal qu'on puisse critiquer, attaquer, et je trouve que l'attitude de Mme Sigaud a été particulièrement courageuse. Je tenais à le dire, même si notre... plus près je tenais à le dire et à saluer ce courage. J'en reviens à notre conférence, et comme je l'ai dit, Mme Sigaud a consacré plusieurs livres à l'histoire, et en particulier au prétendu siècle des Lumières. Donc il nous a fallu choisir un thème. Son œuvre est déjà riche. Elle a parlé aussi bien de la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, de la réalité de l'absolutisme royal, des dépravations du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est quand même peut-être la chose qu'elle a le plus étudiée.
Et c'est pourquoi nous nous sommes arrêtés à Voltaire, auquel il a consacré un livre important, que vous pouvez trouver ici d'ailleurs, et un livre intéressant, où elle nous montre le côté caché de cette figure capitale des Lumières, et dont l'actuel État républicain est très fier, même si Voltaire n'était pas vraiment tout à fait dans la même ligne, il était partisan plutôt d'un despotisme qu'il prétendait éclairer, mais malgré tout, la République, à cause sans doute de son antichristianisme, car il n'est pas seulement anticlérical, il est profondément antichrétien, la République l'apprécie. Alors Madame Sigaud nous montre le caractère avaricieux du personnage, nous montre son usage constant du mensonge, son cynisme calculateur. Et elle présente plusieurs grandes affaires, les affaires d'Amiens, Calas, le Chevalier de la Barre, dont Voltaire s'est mêlé, et elle contribue à déboulonner la statue de ce faux grand homme, grand écrivain, je ne le nie pas pour autant, grand écrivain et homme intelligent, mais après tout intelligent, le diable l'est aussi, donc ces circonstances, quant à son intelligence, elles seraient plutôt aggravantes. Il a fait un mauvais usage, c'est un homme doué, indiscutablement, Voltaire est un grand écrivain, mais c'est un homme doué qui a mis cela au service de mauvaises causes. Et c'est pourquoi je vous invite à écouter Madame Sigaud à propos des impostures de Voltaire. Encore une fois, Madame, merci de nous avoir accordé cette soirée, et nous allons vous écouter avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais pas faire de diffamation parce que j'aime pas ça, mais enfin, la personne qui m'a reproché de sortir le livre de Gabriel Matzneff maintenant n'a pas voulu quand je lui ai présenté en son temps. Donc, voilà. C'est quelqu'un d'autre, effectivement, qui l'a publié. En l'occurrence, c'est les éditions Sigeste, qui sont le même éditeur qui a publié Les droits sexuels. Donc les droits sexuels, c'est moi qui ai sorti le premier, parce que maintenant ça galope, hein, tout le monde dénonce les droits sexuels, mais enfin, c'est moi qui ai commencé, voilà, avec une préface de Jean-Michel Vernochet. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai déjà dit dans mon livre sur Voltaire, où je raconte en long, en large et en travers les mensonges concernant l'affaire Calas et l'affaire du Chevalier de la Barre. Je vais vous présenter le personnage, vous n'allez pas être déçus, vous allez voir quand même que vous allez être content d'être venu si vous avez encore des illusions sur le personnage. Alors, j'ai reçu il y a presque une dizaine d'années maintenant, je pense, j'avais fait dans un site laïcard, parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais pas écrit dans un site laïcard à partir du moment où ils m'ouvraient leur colonne, j'avais écrit une critique très, très virulente de Voltaire, et j'ai reçu d'une dame, alors je ne vous la nommerai pas, si vous la reconnaissez, je ferai semblant de ne pas entendre: décidément, votre haine de Voltaire vous aveugle, votre dévotion au catholicisme et à l'Ancien Régime ne lui pardonne pas de nous avoir débarrassés des superstitions, de l'Inquisition et du fanatisme, et d'avoir contribué à la Révolution française avec ses conceptions d'égalité et de liberté insupportables aux yeux de vos pareils. Baissez la tête quand même, parce que les coups vont pleuvoir. Voltaire vous dérange et vous voudriez le tuer. Ça, moi j'adore quand on m'explique ce que je veux, ce que je pense et ce que j'ai l'intention de faire. Ça, j'adore. Ça part toujours là, c'est un bon début, là. C'est un bon début. L'ignorance et l'idéologie hargneuse sont les seuls responsables de cette haine de Voltaire. Alors je vais vous dire un truc, je ne hais pas Voltaire. Je ne sais pas pourquoi je le haïrais, il ne m'a rien fait et il est mort. Je dis juste la vérité le concernant. Je n'ai pas du tout de haine de Voltaire. Si j'avais vécu en son temps, il est vraisemblable que oui, certainement. Mais enfin, moi, non, je ne hais pas les morts qui ne m'ont rien fait et que je n'ai pas connus. Dans le même site, laïcard, un autre défenseur des Lumières me dit, alors sur un ton beaucoup plus avenant, beaucoup plus sympa, j'espère que nous sommes d'accord tout de même pour reconnaître en Voltaire un défenseur de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. Eh bien, je suis venu ce soir vous parler de ça. Alors, est-ce que Voltaire était courageux, tolérant? Est-ce qu'il a défendu la liberté d'expression? Est-ce qu'il était humain? Est-ce qu'il a été un modèle? Alors, je vais répondre avec deux sources principales, mais vous allez voir qu'il n'y en a qu'une seule. La première source, c'est ses œuvres, et la deuxième, c'est sa correspondance. Au bout du compte, il y a une seule source, Voltaire lui-même. Il n'y a qu'à ouvrir les guillemets, le citer, fermer les guillemets, et on a compris le personnage. C'est pas la peine d'aller chercher qui a dit quoi sur lui, il n'y a qu'à le laisser parler. Et ça, je vous garantis. Alors, je n'ai pas lu tout Voltaire, je crois qu'il y a 64 000 pages, d'accord? Bon, alors, laissez tomber, personne n'a lu tout Voltaire. Mais il y a des moyens techniques maintenant extraordinaires quand vous avez l'intégrale de Voltaire sur votre ordinateur. Il y a des moyens techniques de faire par des recherches de mots, de trouver des citations en cascade, et ça, c'est absolument magnifique. Alors, Voltaire, pendant la Régence, entre 1715 et 1723, alors 1715, mort de Louis XIV, 1723, mort du Régent et accession au trône du jeune Louis XV, Voltaire, pendant cette période, il a entre 21 et 29 ans.
Il existe à cette époque un certain puissant, très puissant prince de Conti, tellement abominable qu'on l'avait surnommé le singe vert. Il était hideux, repoussant, contrefait, bossu, crochu, flasque, plein de types et de verrues, et sadique. C'était un prince abominable et sadique. On raconte, entre autres choses, alors ça c'est pas Voltaire qui raconte, hein, c'est les mémorialistes du temps, racontent qu'un jour, au bal, il a attrapé entre ses genoux une petite jeune fille de 14 ans qui était là avec sa mère, il l'a coincée entre ses genoux, il l'a souffletée à toute force jusqu'à ce qu'elle saigne du nez, et quand elle a bien saigné du nez, il l'a relâchée en rigolant très très fort. Comme c'était le prince de Conti, on n'a pas déposé plainte. Autre affaire d'atrocité concernant le prince de Conti, il était allé un jour dans une maison close et il avait demandé la petite, là je la veux. Et la mère Macrel lui dit, Monseigneur, pas celle-là. Si, je la veux. Monseigneur, pas celle-là. Je veux. Elle n'est pas elle. Il prend la fille. Est arrivé ce qui devait arriver. Elle était infectée, elle l'a infectée. Lui ensuite il a infecté sa femme. Il est retourné au bordel. Il a pris la fille, il l'a fait mourir dans des détails d'atrocité que je ne vous dirai pas parce que vous ne faites pas la peine de compter sur moi pour raconter. C'est indicible ce qu'il lui a fait. C'est indicible ce qu'il lui a fait. Mais comme il était le prince de Conti, qu'il était intouchable, il n'y a pas eu de procès. Par contre, la police est allée chercher la mère Macrel et puis elle, on lui a fait sa fête. Bon, on ne l'a pas tué, mais enfin, on l'a bien humilié. Voilà. Voltaire, à cette époque-là, avait 24 ans. Les frasques du prince de Conti étaient connues de tout Paris. Le jeune poète de 24 ans écrit, vous avez reconnu Voltaire, Conti, digne héritier des vertus de ton père, toi que l'honneur conduit, que la justice éclaire, qui sais être à la fois et prince et citoyen, et peut de ta patrie être un jour le soutien, reçois de ta vertu la juste récompense. Mais pourquoi vais-je ici de ton honneur jaloux à tes yeux éclairés retracer la peinture des vertus qu'à ton cœur inspira la nature? Elles vont chaque jour chez toi se dévoiler. Plein de tes sentiments, c'est à toi d'en parler, ou plutôt c'est à toi que tout Paris contemple, à nous en parler moins qu'à nous donner l'exemple. C'est-à-dire que vous avez là un prince qui se rend coupable de crimes atroces, atroces. Et lui, il se précipite derrière pour lui faire son compliment. Bon début, il avait 26 ans. Il se préparait une belle carrière, il l'a faite. Hein. Il a exactement compris ce qu'il fallait faire. Le régent, alors je dis entre 1715 et 1723, usait tout un tas d'expédients pour rétablir les finances royales. Parce qu'à la mort de Louis XIV, la situation financière est absolument dramatique. Les revenus du trésor étaient mangés 2 ans d'avance. C'est-à-dire qu'on commençait l'année avec déjà un trou de 2 ans. Situation dramatique. Donc le régent a fait ce qu'il devait faire et il a créé une chambre de justice qui, entre mars 1716 et mars 1717, a fait rendre gorge à tout un tas de gens qui avaient par des malhonnêtetés, enfin, vous savez, comment dire, des monstres qui s'étaient enrichis sur la misère du peuple. Parce que les dernières années de Louis XIV, ça a été des années de guerre. La guerre, c'est toujours la misère du peuple. Et vous avez des gens qui ont fait des fortunes colossales en spéculant sur le blé, en spéculant sur les fourrages, en spéculant sur tout. Ils ont fait des fortunes gigantesques. Et ceci explique cela. Si vous avez des grippe-sous et des avares qui font des fortunes gigantesques et que le roi n'a plus d'argent, cherchez où il est. Bon, donc le régent a décidé de mettre sur pied une chambre de justice et il a donné l'ordre à tout le monde de faire une déclaration sur l'honneur, mais devant notaire, une déclaration de tous ses biens et de leur origine. Pas mal. Une ordonnance criminelle veut qu'en public chacun révèle les opprobres de sa maison. Voltaire se lève. Comment? Et pour couronner l'entreprise, on fait d'un pays de franchise une immense et vaste prison. Quel gouffre sous mes pas s'en trouve, quel spectre me glace d'effroi. L'enfer ténébreux se découvre, c'est Tisiphone, je la vois. La terreur, l'envie et la rage guident son funeste passage. Des foudres partent de ses yeux, elle tient dans ses mains perfides un tas de glaives homicides dont elle arme des furieux. C'est-à-dire il dénonce qu'on va tuer, on va donner des armes à des furieux pour tuer d'innocentes victimes. C'est exactement ça qu'il dit. Tout cède à l'horrible tempête, s'il tombe une coupable tête, on égorge 1000 innocents. Il fait croire que la chambre de justice était là pour égorger des innocents, alors que la chambre de justice était là pour faire rendre gorge à des voleurs.
à des voleurs. Vous vous rendez compte? Et écoutez bien, on sent déjà 1789 qui... Alors on est en 23, 1723, 1789, c'est pour bientôt. Écoutez bien. Vieille erreur, respect chimérique, sortez de nos cœurs mutinés, chassons le sommeil léthargique qui nous a tenus enchaînés. Peuple, que la flamme s'apprête, j'ai déjà, semblable au prophète, percé le mur d'iniquité, volez, détruisez l'injustice, saisissez au bout de la lisse la désirable liberté. Il en appelle à la révolution, et il en appelle au peuple, pour lutter contre un salaud de régent qui veut faire rendre gorge aux voleurs. Voltaire, début de sa carrière. Voltaire a-t-il œuvré pour la liberté d'expression? Figurez-vous qu'il existait à Paris un poète, un grand poète, qui s'appelait Lefranc de Pompignan, qui était successeur à l'Académie de Maupertuis. Et Maupertuis était l'ennemi personnel de Voltaire, non pas que Maupertuis ait fait quelque chose à Voltaire, mais parce que Voltaire détestait le talent de Maupertuis. Et Voltaire a martyrisé, tyrannisé Maupertuis. Lefranc de Pompignan a siégé, a été élu à l'Académie au siège de Maupertuis. Il lui a donc fait son compliment, son discours Pardon? D'éloge, son éloge, son discours d'éloge. Et dans ce discours, il a pris la défense de Maupertuis dans sa guerre contre Voltaire, mais sans nommer Voltaire, bien évidemment sans le nommer. Lefranc de Pompignan a été obligé de quitter Paris. Il n'a jamais pu siéger à l'Académie. Voltaire s'est déchaîné en une campagne tous azimuts de l'Asie, de quolibets, de calomnies, d'atrocités contre lui. Lefranc de Pompignan marchait dans la rue, ou sa femme marchait dans la rue, les gens ricanaient, riaient, et on distribuait des libelles où ils étaient nommément cités on les traitait de voleurs, mais de tout, d'assassins, de nuls. Puis de la calomnie, vous savez, on prend des histoires vraies et puis on les retourne. Jusqu'à ce que Lefranc de Pompignan soit obligé de quitter Paris. Et il a été obligé de quitter Paris et il n'a jamais siégé à l'Académie parce que Voltaire n'a pas voulu. Ça s'appelle défendre la liberté d'expression. Et la liberté d'expression dont a usé Lefranc de Pompignan, ça a été de faire un discours à l'Académie que j'ai lu, que vous pouvez trouver, il est disponible sur la toile, magnifique. Magnifique, mais qui a déplu à M. de Voltaire. Dans son différend avec Maupertuis, le savant Maupertuis, alors Maupertuis était un savant, c'était un homme très très gracieux, très aimable, un type extraordinaire, à la fois un grand savant et puis un bon vivant, un type absolument délicieux, qui était invité par Frédéric de Prusse à embellir la cour de Berlin. Et quand Voltaire s'est retrouvé à la même table que Frédéric et Maupertuis, il y en avait un des deux qui devait partir et il a décidé que ça serait Maupertuis. Alors pareil, campagne de calomnie, Maupertuis est mort fou. Fou. Il ne pouvait absolument pas se défendre. Frédéric était tellement indigné des horreurs que Voltaire racontait. Alors Voltaire disait non mais c'est pas moi, pas du tout. Il mentait. Que Frédéric était tellement hors de lui, il disait mais enfin il est le directeur de mon Académie des sciences, je vous interdis de le traiter comme ça. Oui majesté, mais c'est pas moi. Finalement Frédéric a chassé Voltaire, il l'a chassé d'Allemagne, il lui a dit de retourner chez lui, qu'il voulait plus le voir tellement. Et Voltaire a continué de pourchasser Maupertuis de sa haine même après sa mort. Et Frédéric a écrit une lettre en disant même les morts, vous ne pouvez pas les laisser en paix. Donc l'erreur qu'avait commise Maupertuis, c'était juste d'avoir du talent, parce que ça, franchement, c'est vraiment quelque chose que Voltaire n'a jamais supporté, c'est que les gens autour de lui aient du talent. Pour lui, il n'y avait que lui qui avait le droit d'en avoir, et tous les autres étaient des nullités. Alors il y avait un autre personnage qui était de sa génération, qui était critique littéraire, qui s'appelait Élie Fréron, un grand monsieur de la critique littéraire, une excellente plume, un directeur de journal qui s'appelait L'Année littéraire. Et Élie Fréron avait... Alors c'était un fou de littérature. Il adorait les livres, il adorait la littérature, il lisait. Et dans son journal, il faisait de la critique littéraire. Ça, c'est plutôt bien écrit. Là, le fond est bon. Là, la forme est moins bonne, etc. Ou réciproquement. Une véritable... Et critique littéraire, je crois qu'il a même fait école. Enfin, c'était un grand personnage de la critique littéraire. Et il avait un principe duquel il n'a jamais voulu se départir. C'est on n'attaque pas les hommes. On parle des écrits, on ne touche pas aux hommes. Il le disait en latin, il disait « Parcere personis, dicere de virtis ». On épargne les hommes et on mentionne seulement leurs défauts. Et pas leurs défauts personnels, leurs défauts en tant qu'écrivain, en tant que... Voilà. Et
Voltaire s'est déchaîné contre Fréron parce que Voltaire ne voulait pas qu'on le critique. Il ne voulait pas qu'on le critique. Mais il n'y a pas eu que Voltaire, mais je vais vous raconter Voltaire et les gens autour, comment ils se sont comportés avec Élie Fréron. La guerre a duré 30 ans. Pendant 30 ans. Voltaire a raconté partout les pires horreurs sur Élie Fréron. Notamment, je vais vous donner un exemple qui vaut pour 100, mais c'est un exemple qui est vraiment... Il a écrit quand Fréron est allé toucher l'héritage d'une de ses tantes en Bretagne, que le montant était coquet parce que la dame elle se prostituait sur les quais de... Et pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Rien ne lui a été épargné. Alors, Voltaire et la liberté d'expression, ou alors les Lumières et la liberté d'expression, je vais vous raconter le récit qu'en fait Élie Fréron. Il dit « Les philosophes, monsieur de Voltaire en tête, crient sans cesse à la persécution, et ce sont eux-mêmes qui m'ont persécuté de toute leur fureur et de toute leur adresse. Je ne vous parle plus des libelles abominables qu'ils ont publiés contre moi, dont, notamment dans ce que je vous ai dit là, mais ça vaut pour 50 autres choses, de leur acharnement à décrier mes malheureuses feuilles, de leurs efforts pour me rendre odieux au gouvernement, de leur satisfaction lorsqu'ils ont pu réussir à me faire interdire mon travail et quelquefois même à me ravir la liberté de ma personne. Parce que là, les gens des Lumières étaient contents quand leur cible était se retrouver à la Bastille. Ça, là, ils avaient gagné. L'idée, c'était quand même de mettre en prison ces gens-là qui les dérangeaient. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'une publication puisse être présentée au public? Il faut qu'elle ait passé un visa de censure. Un censeur, c'est une personne qui est agréée par le ministre et qui va lire en fonction de ce qui sait être la loi. Hein, il y a des critères pour la censure. Il va lire et il va dire ça passe ou ça ne passe pas. Donc le censeur est une personne qui a la confiance du ministère et qui a la confiance également de l'écrivain. Ça se passe comme ça. Donc, Élie Fréron donne ses feuilles avant l'impression, il les donne à un censeur qui les autorise en disant qu'il n'y a rien à lui reprocher. Et ce qu'Élie Fréron appelle la secte, mais qu'on peut reprendre, c'est les Lumières. Ils s'appelaient eux-mêmes la secte des Lumières. Hein. C'est pas la même acception qu'aujourd'hui. On disait la secte des jansénistes, la secte des Lumières. Donc, quand on dit la secte, c'est pas mon mot à moi, c'est leur mot à eux. Donc, le censeur est harcelé par la secte et dit « Moi, écoutez, j'en ai assez, là. Trouvez quelqu'un d'autre, je veux plus. Je veux plus. » S'il n'y a pas de censeur, il n'y a pas de publication, donc il faut en trouver un autre. Alors, Fréron propose au ministre un autre censeur qu'il ne connaîtra pas et que la secte ne connaîtra pas non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, monseigneur? Le ministre dit « D'accord, ok, on trouve un médiateur. » Et là, le système fonctionne pendant plusieurs années. Le Fréron envoie ses feuilles au censeur, il les vise, il dit il n'y a rien de répréhensible, et il les envoie, et ça fonctionne. Et puis, un jour, ah non, il y a un... Alors, excusez-moi, j'ai oublié. Pour que Élie Fréron ne connaisse pas le censeur, on trouve un médiateur. C'est-à-dire il donne ses feuilles à un médiateur qui les porte au censeur. C'est ça qui garantit qu'il ne connaît pas, donc il ne peut pas faire pression sur lui. Bon. Et un jour, le médiateur démissionne. Alors on en nomme un autre, un nouveau médiateur. Et voilà, je reprends le récit d'Élie Fréron. « J'ignorais qu'il fût l'ami de mes ennemis. Ils lui firent part d'un moyen neuf et admirable qu'ils avaient imaginé pour dégoûter le public de mon ouvrage. C'était de me renvoyer tous mes articles un peu saillants sans les faire voir au censeur et en me marquant que ce dernier leur refusait son approbation. » C'est-à-dire que le médiateur lisait, et quand il lisait, il montrait aux gens de la secte ce qu'il y avait dedans, il disait celui-là tu ne le donnes pas, il renvoyait à Élie Fréron en lui disant le censeur les a refusés. Ce cruel manège, quand Élie Fréron, a duré plus de 4 ans. Enfin, j'y soupçonnais quelques mystères, il ne me paraissait pas naturel qu'il y eût en France un censeur assez déraisonnable pour condamner des critiques quelquefois un peu vives à la vérité, mais toujours renfermées dans les normes prescrites. Il y avait des normes pour la censure. Ça passe ou ça passe pas. Ça aurait dû passer, ça ne passait pas. Je confiais ma pensée au magistrat sage, honnête, intègre, autant qu'éclairé, qui, sous les ordres de monsieur le chancelier, veille aujourd'hui sur le département de la librairie. Il y avait un ministère pour la librairie. Hein. Alors, il daigna m'écouter avec intérêt et promit de me rendre justice. Je lui laissai tous mes articles qu'on avait impitoyablement proscrits et il les fit passer lui-même à mon censeur, accompagné d'une lettre par laquelle il lui demandait pourquoi il ne les avait pas approuvés. Le lendemain, le censeur rapporta les articles au magistrat en lui protestant que jamais il ne les avait reçus, qu'il les voyait pour la première fois. Et que
Il n'y trouvait rien qui parût devoir en empêcher l'impression. Je saisis cette circonstance pour solliciter qu'on me permit de connaître mon approbateur et de lui adresser moi-même mes ouvrages, ce qui me fut accordé. C'est-à-dire que la secte a fait en sorte que le critique littéraire Élie Fréron, par un moyen déshonnête, absolument odieux, ne puisse pas imprimer ses critiques. Vous vous rendez compte de manœuvre? Donc les philosophes des Lumières interdisaient par le mensonge et la dissimulation que les articles d'un professionnel soient publiés quand ils y étaient simplement critiqués. Et critiqués, uniquement critiqués, jamais insultés. Il n'y a pas une insulte chez Élie Fréron. Jamais, jamais, jamais. Voltaire va passer sa haine d'Élie Fréron dans la postérité dans Candide. Moi, quand j'entends des gens me dire que Candide, c'est un conte intéressant, alors voilà, je vais vous dire ce que raconte... Je trouve ça me tombe des mains, je trouve ça nul, mais enfin bon. Admettons qu'il y ait des grandes choses qui m'ont échappé, je vais vous dire ce qu'il raconte sur Élie Fréron. Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré et des acteurs qui m'ont fait tant de plaisir? C'est un mal vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Toutes les pièces et tous les... Un critique, c'est quelqu'un qui dit du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Vous voyez la définition? Il est quiconque réussit, comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin. C'est un folliculaire. Qu'appelez-vous un folliculaire, dit Candide? C'est, dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un fréron. Alors, un folliculaire, c'est un terme méprisant pour qualifier quelqu'un qui écrit mal sur des sujets insignifiants. Et il dit qu'il hait la littérature et qu'il passe son temps à en dire du mal. Mais il était critique littéraire. Il n'avait pas le droit, parce que ça déplaisait à Voltaire. Donc, on lui a fait un procès d'intention et une imputation absolument calomnieuse qui montre exactement la qualité morale de Voltaire. Parce que là, il est à l'œuvre. Et ça a duré, dit Fréron, 30 ans. 30 ans. Il a réussi à faire interdire l'année littéraire, après tout un tas de tentatives, parce que l'année littéraire était un journal qui se vendait très bien, c'était de très très grande qualité, et il n'y avait pas moyen, il essayait par tous les moyens, il écrivait à droite, il écrivait à gauche, et il n'arrivait pas à obtenir la censure de l'année littéraire, et il a fini par réussir, et là Élie Fréron a dit, là je peux plus, et il est mort. Et il est mort. Et il avait été mis en prison, je ne vous raconte pas toute la vie d'Élie Fréron, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et là, il en est mort. Vive Voltaire. Comment il disait l'autre? J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître en lui le partisan de la liberté d'expression. Voltaire, le travail et l'argent. Ah, voyons voir comment... Alors, c'est un héros de gauche, hein, Voltaire. Il faut quand même dire... Enfin bon. En novembre 1759, Voltaire, il se fait appeler comte de Tournai. Alors, c'est extraordinaire parce que le comte de Tournai, il existe, c'est le président de Brosse. Il y a un comté qui s'appelle Tournai, donc il y a un président qui s'appelle le président de Brosse, qui est comte de Tournai, mais qui vend une terre à Voltaire. Donc Voltaire se trouve comte de Tournai et il signe comte de Tournai. Tous les culots. Et il trompait personne, hein, tout le monde savait bien ce qu'il en était. Donc il achète une propriété au président de Brosse. En fait, il l'achète sous forme de location à vie, location viagère. Il dit voilà, je vous loue votre terre jusqu'à ma mort. Voilà. Donc le président est tout content parce que c'est une célébrité. Alors un président, c'est un magistrat. Hein. Vous avez au Parlement les présidents et les conseillers. Lui, il est président. Alors, il s'enquiert de savoir, un jour, le président écrit à Voltaire et il s'enquiert de savoir si Voltaire a payé du bois qu'un paysan lui a fourni. Alors, ils sont voisins, Voltaire, il a une propriété, et un jour, il voit le président de Brosse, il lui dit « J'aurais bien besoin de bois. » Bah, tenez, regardez ce brave homme, là, il est bûcheron, voyez avec lui. Bon. Janvier 1761, 14 mois plus tard, le président de Brosse écrit à Voltaire « Agréez, monsieur, que je vous demande l'explication d'une chose tout à fait singulière que je trouve dans le compte de mes affaires, que l'on vient de m'envoyer du pays de Gex pour les années 59 et 60. » Alors, il est déjà passé 14 mois entre la première mention du truc, et puis Voltaire n'a pas répondu, donc il revient à la charge. C'est à l'article des paiements qu'a fait le nommé Charlot Baudy, d'une coupe de bois que je lui avais vendue avant notre traité, parce que, oui c'est ça, Voltaire a acheté une propriété sur laquelle il n'y avait pas le bois avait été vendu, la parcelle avait été vendue à Charlot Baudy avant. Donc, Charlot Baudy me porte en compte et en paiement 14 moules de bois vendus à monsieur de Voltaire à 3 patagons le moule. Alors bon, les moules de bois patagons, je vais vous expliquer, ça fait 32 stères. 32 stères.
qui correspondent, alors pour vous faire une idée du travail, 32 stères à une époque où on n'a pas les tronçonneuses, ni les tracteurs, ni les débardeuses, c'est pour sciage, ébranchage, fendage, débardage et transport, environ 4 jours de travail pour 10 personnes. Hein? C'est pas rien. 4 jours de travail pour 10 personnes ou 40 jours de travail pour un type. Alors, je reprends le discours, enfin le propos du président de Brosse. Comme il pourrait paraître fort extraordinaire que je payasse le bois de la fourniture de votre maison, Baudy ajoute pour explication qu'ayant été vous demander le paiement de sa livraison, vous l'avez refusé en affirmant que je vous avais fait don de ce bois. Alors, j'ai besoin de bois, voyez avec monsieur, monsieur apporte le bois, ah ben voyez avec le président pour qu'il paye ma place. Pardon? Pardon. Je vous demande excuse si je vous répète un tel propos, je suis fort éloigné de croire que vous l'ayez tenu et je n'y ajoute pas la moindre foi. Il savait écrire, hein. Je ne prends ceci que pour le discours d'un homme rustique qui ne sait pas que l'on envoie bien à son ami ou à son voisin un panier de pêche ou une demi-douzaine de gelinottes, mais que si on s'avisait de la galanterie de 14 moules de bois ou de 6 chars de foin, il le prendrait pour une absurdité contraire aux bienséances et le trouverait mauvais. Voilà la sagesse même. Vous imaginez? Tenez, je vais vous payer votre mazout là, allez, je vous remplis votre cuve. Attendez, ça va la tête? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le fait dont je me souviens très nettement, et c'est là qu'on va revenir à la source de l'affaire, c'est que me parlant en conversation de la rareté du bois dans le pays et de la peine que vous aviez à en avoir pour votre ménage, j'eus l'honneur de vous répondre que vous en trouveriez aisément sur place, vers Charlot, le fameux Charlot Baudy, qui vendait actuellement ceux qu'il avait eus de ma coupe, et que, si vous le vouliez, je lui dirais de vous en fournir, à quoi vous me répliquâtes que je vous ferai grand plaisir. Quelque temps après, nous rencontrâmes cet homme à qui je dis de vous mener le bois de chauffage dont vous aviez besoin. Vous lui ajoutâtes même de vous en mener 2 à 3 voitures dès le lendemain parce que vous en manquiez. J'espère que vous voudrez bien faire incontinent payer cette bagatelle à Charlot, parce que comme je me ferai infailliblement payer de lui, il aurait infailliblement aussi recours contre vous. Ce qui ferait une affaire du genre de celle qu'un homme tel que vous ne peut point avoir. Monsieur de Voltaire qui ne veut pas payer le bois dont il se chauffe, vous imaginez le déshonneur. Mais il s'en fout, mais l'important c'est qu'il ne paye pas. Voltaire répond, alors il répond, mais au lieu de parler de 14 moules de bois, il dit 4. Il se trompe. Il passe de 14 à 4. Et il ne répond pas à savoir s'il l'a payé ou pas. Et quand il parle du bois, il dit les fagots. Les 4 moules de fagots. Et il ne répond pas. Merci. Le 11 février, le président revient à la charge. Je ne vous parle déjà plus de Charles Baudy, ni des 4 moules de bois, entre parenthèses. Lisez 14. C'est un chiffre que vous avez omis, nous appelons ça un lapsus lingué. J'ai peut-être eu tort de vous en parler. Alors, dès qu'on arrive avec Voltaire, on a eu tort de lui dire quelque chose, parce que ça le rend furieux, donc il ne faudrait jamais rien lui dire. Si je vous en ai parlé peut-être trop au long, cela n'a été que comme ami et voisin, en qualité d'homme qui vous aime et vous honore, n'ayant pu m'empêcher de vous représenter combien cette contestation allait devenir publiquement indécente. Soit que vous refusassiez à un paysan le paiement de sa marchandise, et ça ne se fait pas. Hein, que vous avez prise chez lui, soit que vous prétendissiez faire payer à un de vos voisins une commission que vous lui avez donnée. Je ne pense pas qu'on ait fait à personne un présent de 14 moules de bois, si ce n'est à un couvent de capucins. Voltaire ne répond pas. Il fait le mort. Il est assigné au tribunal le 31 juillet 1761, 30 mois après la livraison. Il a réussi à avoir un crédit de 30 mois pour son bois gratuit. L'affaire est appelée à l'audience du bailliage de Gex le 22 septembre suivant. Il n'a toujours pas payé. Voltaire expose et l'explose, il écrit partout, sans pouvoir nier les faits. C'est-à-dire qu'en fait, il injurie tout le monde, mais il ne dit pas « c'est pas vrai, j'ai payé ». Il ne le dit pas. Il écrit au premier président en exercice, au premier président honoraire, au procureur général et à tous les membres du Parlement de Dijon, à tous les amis du président de Brosse. Le président de Brosse est magistrat à Dijon. Voltaire écrit à tous ses pairs, pour hurler sa haine de lui et en disant que c'est un type épouvantable. Il menace d'en appeler au chancelier. Alors le chancelier, excusez du peu, c'est le garde des Sceaux. Hein. Enfin, c'était pas toujours la même chose, on n'était pas toujours chancelier garde des Sceaux, mais vous avez compris, c'est le ministre de la Justice. Il menace d'en appeler au chancelier, au ministre et à tout Paris s'il le faut. Il écrit qu'il tremble. Il ne s'agit pas de le rendre ridicule, il s'agit de le déshonorer. Il paiera cher la bassesse d'un procédé si coupable et si lâche. Se faire payer, c'est un procédé coupable et lâche, c'est quoi ça? Il est furieux parce qu'on l'oblige à payer ce qu'il doit, c'est tout, et ça il veut pas.
Le président garde son calme. Je vous aurais à coup sûr donné comme présent quelques voies de bois de chauffage si vous me les aviez demandées comme telles. Mais j'aurais cru vous insulter par une offre de cette espèce. Mais enfin, puisque vous ne le dédaignez pas, je vous le donne. Et j'en tiendrai compte à Baudy. En par vous m'envoyant, alors c'est un peu alambiqué, mais c'est comme ça qu'il est dit, la reconnaissance suivante. Je sous-signais François-Marie Arouet de Voltaire, chevalier, seigneur de Ferney, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, reconnais que M. de Brosse, président du Parlement, m'a fait présent de tant de voies de bois, de moules pour mon chauffage. Monsieur le Président, Monsieur Druffet et nos autres amis communs ne peuvent s'empêcher de lever les épaules en voyant un homme si riche et si illustre se tourmenter à un tel excès pour ne pas payer à un paysan 280 livres pour du bois de chauffage qu'il a fourni. Donc il lui en fait cadeau et lui demande de signer une reconnaissance qu'il a reçu le cadeau. Un ami du Président, qui s'appelle Monsieur Druffet, écrit à Voltaire « Quoi? Quelques onces d'un métal que vous possédez abondamment? Demandez peut-être mal à propos. » Ah bah oui. C'était forcément mal à propos parce qu'il n'était pas d'accord. Pourrait-elle altérer votre philosophie? L'enchanteur qui écrit votre vie apprendra-t-il à la postérité que vous avez plaidé pour des moules de bois? C'est l'intérêt sincère que je prends à votre gloire et à votre repos qui me fait vous tenir ce langage dicté par l'amitié. Il ne paye toujours pas. Il ne peut toujours pas payer. Il refuse encore et encore. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est sûr que quand il paye, on le berne. Dès qu'il paye, il croit qu'il s'est fait avoir. Il n'y a pas d'alternative. Soit il ne paye pas, soit il s'est fait avoir. Le président refuse de plier parce que ce serait trop fort. Tenez pour certain, sur mon honneur, alors il écrit à un de ses amis, tenez pour certain sur mon honneur qu'il ne s'agit d'autre fait que de 14 voies de bois que mon homme lui a livrées et qu'il ne veut pas payer. Je lui aurais donné sans hésiter s'il me les eût demandées comme présent, mais on n'imagine pas une chose si basse. Il dit d'abord que ce n'était pas une commission, mais un présent. Il me l'a ensuite demandé à genoux, je vous montrerai sa lettre qui est pitoyable. Là-dessus, on dit c'est un homme dangereux. Et à cause de cela, il faut donc le laisser faire le méchant impunément. Ce sont au contraire ce sorte de gens-là qu'il faut châtier, je ne le crains pas. Eh bien, le président de Brosse ne craignait pas Voltaire, il avait tort. Il avait tort. Voltaire a envoyé l'argent au curé pour les pauvres, il n'a jamais voulu payer. Et c'est le président qui a payé Charlot Baudy. Voltaire s'est répandu en insultes et en calomnies auprès de tous les amis du président et ce dernier n'a jamais pu entrer à l'Académie où Voltaire a mis tout son poids auprès de tous ses amis pour dire « ça sera lui ou moi ». Eh bien, ça a été Voltaire et le président de Brosse, qui écrivait très très bien, n'a jamais pu entrer à l'Académie française parce que Voltaire était le plus fort. Alors, le 21 janvier 1761, le même Voltaire, c'est-à-dire à la même époque, écrivait à Jean-Robert Tronchin, son banquier à Lyon. « Je suis né assez pauvre, j'ai fait toute ma vie un métier de gueux, celui de barbouilleur de papier, celui de Jean-Jacques Rousseau, et cependant, me voilà avec 2 châteaux, 2 jolies maisons, 70 000 livres. Je transforme en euros, j'ai fait un calcul d'équivalent de l'argent de l'époque, en prenant qu'avec 50 livres, on fait vivre honnêtement une famille, modestement, mais honnêtement. Une famille, c'est-à-dire le père, la mère, le vieux père, les enfants, etc. Voilà. Avec 50 livres, donc j'ai fait un calcul, j'ai essayé de le vérifier, pour pouvoir transformer des livres, ou des francs, c'est la même chose, de l'époque en euros d'aujourd'hui. En euros d'avant la crise, mais enfin bon, en euros globalement. Donc, il dit, j'ai 2 jolies maisons, 60 000 livres, 2 100 000 euros de rente annuelle, 200 000 livres d'argent comptant, 6 millions d'euros, et quelques feuilles de chêne en effets royaux que je me donne garde de compter. C'est-à-dire que tout le reste, on peut imaginer. Savez-vous qu'en outre, j'ai environ 100 000 francs, 3 millions d'euros, placés dans un tout petit territoire où j'ai fixé mes tabernacles. Et il ne voulait pas payer 270 euros de bois. Il touchait par an, rien qu'en intérêt de son capital, placé en rentes diverses, 400 fois ce qu'il a refusé de payer pour le travail qu'il a demandé et qu'on lui a fourni. Quelques citations de Voltaire sur la paix et la tolérance, parce que c'est connu quand même quoi là. Au moins, Madame Sigaud, vous allez reconnaître qu'il était tolérant. Oui, ben on va regarder ça. En 1766, la France a perdu la guerre depuis 3 ans. La guerre de 7 ans, la première guerre mondiale, c'est celle-là. C'est là qu'on a perdu le Canada, c'est là qu'on a perdu le comptoir des Indes, enfin ça a été une catastrophe. Et
Voltaire, philosophe, sur les conséquences dramatiques de la guerre sur la population. Parce qu'une fois que la guerre est perdue, il trouve que c'est très très vilain, on peut le dire. Il écrit « La philosophie humaine commence à l'emporter beaucoup sur la superstition barbare. » Comprendre le catholicisme. Ne cherchez pas de la superstition barbare, c'est le catholicisme. À l'égard des princes dont vous me parlez, qui souhaitent tant la population et qui la détruisent par leur guerre, je voudrais qu'ils fussent condamnés, alors il parle de tous les fauteurs de guerre, je voudrais qu'ils fussent tous condamnés, eux et tous leurs soldats, à engrosser 30 ou 40 000 filles avant d'entrer en campagne, et qu'il ne fût jamais permis de tuer personne sans avoir auparavant donné la vie à quelqu'un. Je ne sais rien de plus naturel et de plus juste. Alors écoute, on va organiser des viols collectifs avant chaque guerre. Mais c'est une idée comme ça. C'est une idée comme ça. Allez, c'est pas grave, on va dire que c'est une boutade. Il écrit à Frédéric II. Alors, il a quitté sans souci, furieux. Alors, en plus de ça, il a volé des trucs qui appartenaient, des écrits qui appartenaient au roi, à Frédéric. Et Frédéric lui a envoyé la police pour le pourchasser. Ils l'ont attrapé près de la frontière. Il a été humilié. Il a été sorti manu militari de son carrosse. Enfin, c'était des trucs. Et ils ont quand même recommencé, quelque temps après, à correspondre. Donc, il y a une hypothèse, c'est qu'ils auraient passé un pacte satanique ensemble et que même s'ils ne pouvaient plus se voir, ils étaient quand même liés. Enfin bon, c'est une hypothèse. Donc, il écrit en 1767, c'est-à-dire plus de 10 ans après l'affaire précédente, « Votre Majesté rendra un service éternel au genre humain en détruisant cette infâme superstition. » Alors, on parle du catholicisme, là, ne cherchez pas autre chose. Hein. « Je ne dis pas chez la canaille, qui n'est pas digne d'être éclairée et à laquelle tous les jours sont propres. Je dis chez les honnêtes gens, chez les hommes qui pensent, chez ceux qui veulent penser. Le nombre en est très grand et c'est à vous de nourrir leur âme, c'est à vous de donner du pain blanc aux enfants de la maison et de laisser le pain noir aux chiens. » Voilà ce qu'il proposait à Frédéric de faire avec la religion catholique. Ses amis de l'encyclopédie devaient aussi lutter contre l'intolérance et le fanatisme. À la même époque, il écrit à d'Alembert: « Mon cher philosophe, rendez tous ces pédants-là aussi énormément ridicules que vous le pouvez, dans vos conversations avec les honnêtes gens. Car cela est impossible à Paris par la voie de la typographie. » Ça veut dire qu'il y avait une censure. Si vous faisiez des diffamations abominables, vous ne passiez pas la censure. Donc il fallait absolument ridiculiser les catholiques. Donc faites-le, il dit faites-le dans vos conversations avec les honnêtes gens, puisque c'est pas possible par la typographie. Mais un bon mot vaut bien un beau livre. Foudroyez-moi ces marauds-là, je vous en prie. Répandez sur eux le sel dont il a plu à Dieu de favoriser votre conversation. Faites qu'on les montre du doigt quand ils passeront dans la rue, et quand vous les aurez écorchés, bien salés, marchez-leur sur le ventre en passant, cela est fort amusant. Voilà le sort que Voltaire demandait qu'on réserve aux catholiques, et c'est ce qu'il demandait à ses amis de l'encyclopédie de faire pour lui être agréable. Le 26 août 2012, ça fait une petite onzaine d'années, si je peux me permettre, sous la plume de Raoul Marc Génard est sorti un article qui dit « L'héritage des Lumières, un legs en péril ». Ah. Et il est écrit, entre autres, « Au terme de ce XVIIIe siècle, alors que va éclater la Révolution, les philosophes des Lumières ont provoqué un formidable ébranlement des certitudes anciennes qui régissaient le vieux monde. Je retiendrai les idées les plus fortes qui ont fait rupture avec l'Ancien Régime et qui gardent 3 siècles plus tard toute leur pertinence. La première idée, le libre esprit critique. » Alors, je vous ai déjà dit, hein, mon père Tuile, le Franck Pompignan. Bon. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Voyons cela. 1730, Voltaire avait 36 ans. Il a fait emprisonner par lettre de cachet une de ses voisines tapageuses qu'il a dénoncée non pas comme faisant du tapage, mais en blasphémant le saint nom de Dieu à outrance. Querelle de voisinage, d'autres querelles vont mener au même résultat. Elles seront littéraires. Alors oui, il ne va pas dire elle fait du bruit. Non, elle blasphème le saint nom de Dieu à outrance. 1739, il a 45 ans. Il cherche à faire brûler par le Parlement un libelle violent dirigé contre lui qui s'appelle la Voltairomanie et signé d'un certain Desfontaines. Et Desfontaines, il l'a sauvé du bûcher pour des histoires de mœurs, mais là, Desfontaines a écrit un truc qui s'appelle Voltairomanie, et Voltaire veut absolument que le Parlement brûle Voltairomanie. Donc Voltaire va donner des ordres au juge. Hein? Monsieur le juge, il a dit un truc mal sur moi, vous ne pouvez pas brûler, ben, les juges ne sont pas trop d'accord. Donc, il ne réussit pas, donc c'est un échec. Il n'a pas réussi à faire brûler la Voltairomanie. 1746, il a 52 ans, il est élu à l'Académie française. Alors, des vers moqueurs et un libelle circulent sur lui. Il est élu à l'Académie française et les libellistes se
Ils rigolent, mais ils rigolent. Ils font que ça toute la journée, les libellistes, c'est à ça que ça sert. D'ailleurs, lui, elle en faisait autant. Et puis, ils rigolent pas que de Voltaire, ils rigolent de tout le monde. C'est à ça que ça sert, les libelles. Vous savez, dès que quelqu'un a un honneur, reçoit un honneur, on minimise à côté, histoire qu'ils ne prennent pas la grosse tête. Donc, il est immédiatement chansonné par des vers moqueurs et des libelles circulent. Donc, les libraires et les colporteurs travaillent souvent sans autorisation avec la tolérance des autorités. Quand vous voulez sortir une feuille imprimée, vous êtes obligé de passer par la censure. Mais si vous distribuez des feuilles volantes, vous êtes obligé en principe de passer par la censure, mais la censure, elle ne va pas vous courir derrière, donc elle regarde ailleurs. Et c'est ce qui se passe tout le temps. C'est ce qui se passe tout le temps. Donc les libraires et les colporteurs travaillent très souvent sans autorisation. Ils ont leur travail autorisé, le travail qui passe sous le manteau. Et Voltaire dépose une plainte suivie d'une campagne de perquisition et d'arrestation. C'est-à-dire que si personne ne dépose plainte, eh bien, les libelles continuent de circuler. Mais Voltaire, il ne va pas laisser circuler des libelles contre lui. Donc il va déposer une plainte en bonne et due forme et il va accompagner les archers. Madame de Graffigny, qui était une femme de lettres de l'époque, écrit « Revoilà toujours ce héros dans la boue. Il est trop ridicule de prétendre que lui seul ne sera pas chansonné quand les plus grands rois et les plus grands hommes l'ont été dans tous les temps. Tout le monde est critiqué et critiquable, sauf lui. Sauf lui. On peut se moquer du roi, on se moque des ministres, non, pas de lui. On ne peut pas se moquer de Voltaire. » Le soir de son élection à l'Académie française, c'est-à-dire au plus fort de sa gloire, le même soir, à 9 h, son valet va alerter un commissaire au Châtelet. Et dès le lendemain matin, il fait arrêter et saisir chez un libraire, immédiatement incarcéré avec sa femme au Fort-l'Évêque. Il fait saisir chez le libraire les fameux libelles. Puis il fait expédier le colporteur Félizeau à Bicêtre. C'est-à-dire qu'il fait arrêter le libraire, sa femme, qu'il envoie en prison, et le colporteur dans une autre prison. Mais il est content. Il est content. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Les jours suivants, à la tête d'une escouade d'archers, il va de boutique en boutique comme un furieux. Il procède à des saisies de papier et fait incarcérer colporteurs, revendeurs et libraires, dont un petit domestique de 12 ans qui est envoyé à Bicêtre. Il continue, il le fait une fois et ensuite il passe de boutique en boutique, il rentre, il fouille et il fait arrêter les gens. Il tente de faire envoyer le fameux Félizeau aux galères. Il l'a fait envoyer à Bicêtre. Alors Bicêtre, on sort, hein. Non, il faut l'envoyer aux galères. Il sollicite une lettre de cachet contre un poète qui s'appelle Roy, qu'il accuse d'avoir injurié le duc de Richelieu. Alors, il demande une lettre de cachet contre un type qu'il accuse d'avoir injurié un autre. Là, il est blanc comme neige. Il justifie la manœuvre. La lettre de cachet évitera les embarras d'une procédure et lui permettra de se consacrer uniquement comme historiographe à écrire l'histoire de glorieuses actions de Sa Majesté. C'est-à-dire que le poète roi s'est moqué de Voltaire, mais il dit qu'il s'est moqué de moi, mais également du maréchal-duc de Richelieu. Donc, moi, on peut pas continuer de se moquer de moi. Monseigneur, vous savez très bien, je suis historiographe du roi. Si on m'insulte moi, on insulte le roi. Vous êtes d'accord? Vous suivez le raisonnement. Donc, il fait ça pour la France, en fait. Bon. Eh bien, ça ne marche pas. Il n'obtient pas sa lettre de cachet. Écoutez ce que dit Madame de Graffigny. La désolation est dans la librairie. Il y a tous les jours de nouveaux arrêtés. À présent, ils sont 24 ou 25. Il a fait mettre en prison 25 libraires, le grand littérateur. C'est une inquisition qui révolte tout Paris, qui ferme toutes les presses. S'il n'y a plus de libraires, on ferme les imprimeries. Chômage des libraires, chômage des imprimeurs, chômage des colporteurs. C'est une chose affreuse que les continuelles persécutions de Voltaire contre la librairie et la haine et le mépris que cela lui attire, lui, l'apôtre de la liberté. Il est toute la journée à en appeler à la liberté. Il montre toute l'infamie de son âme que j'ai tant cherché à excuser. C'est un monstre. Les incarcérations et les amendes pleuvent. La femme de Félizeau supplie qu'on lui rende son mari et le père de ses enfants. Parce que si le mari est en prison et que de toute façon le travail ne se fait plus, la femme, elle va nourrir comment les enfants? Elle peut travailler, mais où, dans quoi? Madame de Graffigny, toujours. Il ruine de malheureux auteurs qu'un roman fait vivre et de malheureux libraires dont les enfants demandent à présent l'aumône. Et quand vous vous trouvez à mendier, hop, c'est l'hôpital général, là, la mendicité est interdite. Faute de pouvoir se saisir d'un diffuseur de libelles nommé Travenol, parce qu'il continue,
Voltaire pousse la police à se saisir de son vieux père octogénaire qui est mis au secret à Fort-l'Évêque. Alors on arrive chez Travnol, il n'est pas là, hop, il y a le vieux papa, on saisit le vieux papa. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le Travnol, il était un diffuseur de libelles. Les gens, on leur donne, vous voyez, vous avez un paquet, c'est comme des tracts. Hein. En octobre 1748, il a 54 ans, il veut faire interdire... Alors, non, excusez-moi. Faute de pouvoir se saisir de... voilà, pardon. Le vieux père de Travnol est resté à Fort-l'Évêque pendant 5 jours, et ça a été suivi d'un procès retentissant au détriment de Voltaire, qui s'en est pas vanté. C'est-à-dire que chaque fois qu'il essaye un truc, voilà... Il n'a pas toujours les autorités avec lui. En octobre 48, il a 54 ans, il veut faire interdire une parodie d'une de ses tragédies qui a fait un flop. Alors il faut savoir qu'il faisait des tragédies qui étaient tellement moches, qui étaient tellement injouables. J'ai rencontré un jour j'ai dit une théâtreuse, une dramaturge, une passionnée de théâtre. Elle dit: j'ai essayé de monter un jour une pièce de Voltaire, j'ai tout regardé, c'est injouable, c'est nul, nul, nul. Elle me dit: c'est pas du théâtre, c'est nul, nul. À chaque fois que Voltaire sortait une pièce, il y avait une claque qui se marrait. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a un jour, alors c'était toujours grandiloquent, il fallait pleurer et tout le monde se marrait. Et un jour, une tirade se termine par « Es-tu content, Coussi ?» Et dans la salle, il y a quelqu'un qui dit « Coussi, Coussa !» Et alors, les acteurs n'arrivaient pas à reprendre le truc tellement les gens rigolaient. Et toutes les pièces de théâtre de Voltaire, c'était humiliation sur humiliation perpétuelle comme ça, tout le temps, tout le temps. C'est pas la même chose pour ses écrits, hein, mais disons pour ses tragédies, c'était comme ça. Il a dit la seule bonne tragédie qu'il a faite, c'est l'affaire Calas. Alors voilà. Il veut faire interdire une parodie d'une de ses tragédies qui a fait un flop. Alors il allègue auprès du lieutenant général de police sa dignité de gentilhomme de la chambre du roi. C'est toujours pour la France. Si vous ne me défendez pas, vous vous rendez compte, je suis gentilhomme de la chambre du roi. Le roi va donc être insulté si on m'insulte. Et alors, il essaye auprès de la reine, en personne, il écrit à la reine: daignez considérer, madame, que je suis domestique du roi, par conséquent, le vôtre. La reine est bon, la barbe. Non. Donc, il n'arrive toujours pas à faire interdire le truc. Enfin, il s'adresse au premier gentilhomme de la chambre, le duc de Fleury. Bonne pioche. Lui, il a réussi à faire interdire la pièce. Ah, bah quand même. Ah, ben on est content. Il a réussi à faire interdire. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose d'autrement plus dramatique, c'est son combat contre La Baumelle et quelques autres écrivains. Laurent Angliviel de La Baumelle, c'était un monsieur né en janvier 1726 dans les Cévennes. Il avait donc 32 ans de moins que Voltaire. Hein, Voltaire était né en 96. C'était un homme de lettres qui critiqua Voltaire de 2 manières. Il a critiqué son livre qui s'appelle Le siècle de Louis XIV. Alors, La Baumelle était un protestant qui n'avait pas la même vision que Voltaire de la politique de Louis XIV vis-à-vis des protestants. Ça, j'ai pas besoin de connaître les détails pour le comprendre. Donc, il a écrit également à propos du séjour de Voltaire à Berlin: le roi de Prusse comble de bienfaits les hommes à talent, précisément par les mêmes raisons qui poussent d'autres princes à combler de bienfaits un bouffon ou un nain. Et il n'y a rien de plus juste. Alors, c'est certainement insultant pour Voltaire, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est-à-dire que le roi de Prusse, il s'entoure de gens célèbres pour briller lui-même, quoi. Et Frédéric lui-même avait écrit: c'est bien payer un fou, jamais bouffon de grand seigneur n'eut de pareil gage. Et il parlait de Voltaire. Parce qu'un jour, Frédéric a fait le compte de tout ce qu'il avait dépensé pour faire venir Voltaire, et il avait dit: c'est cher payer un fou. Incidemment, Voltaire, quand il quittait la table du roi, il partait avec les chandelles. Non, c'est-à-dire que il prenait un chandelier pour aller dans sa chambre au milieu du repas, et il revenait avec le chandelier sans les chandelles. Non mais, alors il était logé, nourri, gratuit et pensionné, quoi. Mais il volait les chandelles. Enfin, un fou. Alors, Voltaire va se venger de ces 2 faits que Laurent Angliviel de La Baumelle a fait, c'est-à-dire ne pas être d'accord avec la version du siècle de Louis XIV de Voltaire à cause de la politique Enfin, je veux dire, il a bien le droit, il n'est pas d'accord avec Louis XIV. Alors, bon... et le fait d'avoir dit que le roi de Prusse le comble de bienfaits, non pas lui, mais tous les gens qui s'entourent à sa cour, comme d'autres comblaient de bienfaits un bouffon ou un nain. Donc Voltaire va se venger, et bien je vais vous dire combien de temps. 25 ans, il va se venger. Il va jamais le lâcher. Jamais. La Baumelle critique la façon dont Voltaire disculpe le régent de l'accusation d'empoisonnement de la famille royale. On a accusé, quand Louis XIV a perdu son fils, ses petits-enfants et les femmes de ses petits-enfants, qui lui restait qu'un arrière-petit-fils, on a parlé d'empoisonnement.
Et des gens ont dit qu'il était possible que le régent, c'est-à-dire son neveu, le futur Philippe d'Orléans, régent à l'époque, qu'il aurait été responsable de... Et c'est une grossière calomnie, hein, je suis persuadé que ce n'est pas le cas. Donc Baumel critique la façon dont Voltaire disculpe le régent de l'accusation d'empoisonnement. Il dit une façon de le disculper qui est... il n'était pas d'accord avec la façon de faire, mais c'est tout ce qu'il a dit. Voltaire fait circuler l'idée que Baumel accuse le régent d'être un empoisonneur. Non, fait circuler l'idée que Baumel accuse Voltaire de dire que le régent est un empoisonneur. C'est pas ça qu'il a dit. Donc, Voltaire dit, la Baumel dit que je dis que... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est absent de Paris pour obtenir... Il est fait obtenir par Madame Denis. Alors, Madame Denis, c'était la fille de sa sœur, c'est-à-dire sa nièce par le sang. Et il couchait avec. Moi, j'appelle ça un inceste. Vous, je sais pas, mais... Bref. Il fait obtenir par Madame Denis une lettre de cachet du ministre d'Argenson pour faire enfermer 6 mois à la Bastille la Baumel. 6 mois à la Bastille pour avoir dit « Voltaire raconte que le régent a tué Voltaire. » La Baumel n'a jamais dit ça. Donc la Baumel va quand même faire 6 mois de Bastille. Voltaire a 59 ans. Il écrit « J'y meurs à chaque instant. Je me vois opprimé par monsieur de Voltaire. Je vois ma fortune manquer. Je suis dans le plus affreuse désolation. Je ne sais pas quel est mon crime, à moins que monsieur de Voltaire n'ait le crédit d'en faire un, d'être innocent, que je sois libre et qu'il soit honnête homme. » C'est-à-dire que Voltaire invente un mensonge grossier pour faire mettre 6 mois en prison un garçon d'une trentaine d'années. Quand il sort de prison, on perquisitionne à son domicile et Malesherbes, le ministre de la librairie en question, lui interdit de publier sa défense contre Voltaire. C'est-à-dire que Voltaire peut le faire arrêter, emprisonner, et lui n'a pas le droit de dire « je n'ai jamais dit ça ». Il peut le dire, mais il ne peut pas l'écrire. Donc il va rester avec cette macule sur sa réputation. Il semble qu'on craint Voltaire encore plus qu'on ne le méprise. Ça, c'est vrai. Monsieur de Malesherbes me laisse toute liberté contre Voltaire, mais je voudrais bien qu'en reconnaissant mes droits, il n'exigeât pas la suppression de quantité d'endroits où je m'attachais à mettre dans tous leurs jours ces absurdités. C'est-à-dire, défendez-vous, mais n'en parlez pas de lui. Ben, comment vous voulez. Si j'étais libre, si la foudre ne fumait pas encore, je l'aurais attaqué personnellement, mais le son des clés et des verrous est toujours à mes oreilles. Donc vous avez là un jeune homme qui veut faire de la critique littéraire et qui est bâillonné. Il ne peut rien faire. Voltaire va obtenir un deuxième embastillement. Il écrit à la Pompadour et à Richelieu. Alors Richelieu, c'est l'arrière-petit-neveu du cardinal. C'est un ami de Voltaire et du roi. Et un grand dégueulasse devant l'éternel. Je ne sais pas comment on peut dire. Le maréchal de Richelieu, c'est un sale type. Vraiment, peu importe. C'est pas joli ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Donc, pardon ? Oh, c'était un libertin. Alors, au niveau des mœurs, c'était une horreur, mais au niveau tout, c'est un type épouvantable. Bon, il écrit à la Pompadour. Alors, Richelieu était quand même dans le premier cercle du roi. Bon. Alors, il écrit à la Pompadour et à Richelieu que la Baumel a écrit un vomissement d'horribles calomnies sur toutes les familles royales d'Europe. C'est pas vrai, mais il l'écrit. C'est pas vrai. La Baumel n'a pas fait ça. Mais c'est pas important. Voltaire le dit. Le 26 juin 56, il écrit « On a mis au pilori des hommes bien moins coupables. » Alors là, il demande qu'on mette au pilori la Baumel. Le 16 juillet, d'aucuns trouvent assez étrange que cet homme soit tranquille à Paris et que je n'y sois pas. Il demande qu'on l'exile. Le défenseur de la liberté va obtenir ce qu'il veut. La Baumel va être incarcérée 14 mois. 14 mois. D'août 56 à octobre 57. Et il s'en justifie. Ce La Baumel est un énergumène du Languedoc, un esprit indomptable qu'il a fallu écraser. Pour des trucs qu'il n'a pas dit ni fait. Il a fallu écraser. Oh, heureusement que j'étais là pour l'écraser. À sa sortie, la Baumel est meurtrie, ruinée, malade et exilée. Désormais, s'il commet le moindre faux pas, c'est l'incarcération perpétuelle. Il est réduit au silence. Comme on avait dit, la liberté d'expression, c'est ça. Il est réduit au silence. Sa lettre d'exil sera levée 12 ans plus tard. Voltaire écrit « Les La Baumel et les insectes de cette espèce pourraient nous faire prendre le genre humain en haine. Je n'aime point ces maudits huguenots. Nous ne valons pas grand-chose, mais les huguenots sont pires que nous. » Ce petit huguenot qui a été apprenti prédicant à Genève, ça veut dire qu'il a voulu se faire pasteur, ce qui n'était pas permis, mais c'était encore faux. Ça n'est pas vrai.
ça n'empêche pas de le dire. C'est un chien enragé qu'on ne pouvait plus laisser dans les rues. Il est très bien à la Bastille pour quelques impostures punissables. Il est en un lieu où il doit se repentir. Voilà, repentir d'avoir écrit que Frédéric, il y a quoi, il y a 20 ans maintenant, quand il apprend que la Baumelle est sortie de prison. Dites-moi, je vous prie, s'il est vrai que ce misérable de la Baumelle est sorti de la Bastille, ça faisait 14 mois qu'il y était. C'est comme ça, il y est plus. C'est pas possible. Hop là, pardon. Ces abominables libelles sont dignes de la potence. Ah ben là, il réclame la peine de mort. Et puissent les jeunes fous qui seraient tentés de suivre de tels exemples et qui, sans talent et sans science, ont la rage d'écrire, sentir à quoi une telle frénésie les expose. Eh bien ça, c'est à bon entendeur salut, si vous avez compris. C'est-à-dire que plus on va cogner sur la Baumelle, et plus ceux qui seront tentés de s'en prendre à ces gens des Lumières comprendront le danger. Il y a un autre jeune homme à l'époque qui s'appelait Clément, qui publiera en 1771 des observations critiques contre quelques célébrités du monde des lettres, dont Voltaire, qui le traite de gredin de la littérature, de misérable, de scorpion, de maroufle, de petit serpent de Dijon, de petit canaille de la littérature. Et alors il écrit, vous allez voir, « Celui qui écrase un scorpion dont il est mordu et qui n'a aucun reproche à se faire, il y a du plaisir et de la justice à punir les méchants. Soyez sûr qu'il est très bon d'assommer dans la boue les crapauds qui croassent. » Alors pour info, les scorpions ils piquent, ils ne mordent pas, et puis le crapaud il coasse. Mais là, quand il est très en colère, il ne connaît plus le français. Je crois qu'il ne serait pas mal qu'il fît 2 ans de noviciat à Bicêtre. 2 ans, pour avoir écrit quelques observations critiques, il demande qu'on le mette 2 ans à Bicêtre. Au moins, dit-il, car la critique est permise, sans doute, mais la critique injuste mérite un châtiment. Oh, pas quand c'est les autres. Le fameux Clément ne se laisse pas faire et il publie des lettres à M. de Voltaire, qui réplique « Que fait donc la censure ? S'il a fait imprimer un libelle, il faut que quelques petits censeurs royaux, quelques petits fripons de commis à la douane des pensées aient été de concert avec lui. Je tâcherai de découvrir cette manœuvre. » Il écrit au chancelier pour lui demander la censure. Alors ça s'appelle un champion de la liberté d'expression. On est d'accord? Eh bien, il n'a pas lâché Baumelle, il l'a retrouvé encore. 1767, après la réhabilitation de Calas. Alors, Calas, en 2 mots, parce que ça mérite une conférence à soi tout seul. Calas est un marchand, commerçant, protestant, qui a été roué vif à Toulouse en 1762 pour le meurtre de son fils. Voltaire a fait accroire à l'Europe entière que Calas avait été condamné parce qu'il était protestant, alors que son fils s'était suicidé. J'ai étudié, essoré le dossier Calas, j'ai tout regardé 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vous garantis, puis je ne suis pas la première, mais bon... Calas a véritablement tué son fils. Il n'a pas voulu le faire, mais il l'a fait quand même. Il a serré le coup. Il a serré le coup et bon. Tout ce que raconte Voltaire est mensonger. Mensonger. Voltaire savait en plus que Calas était coupable. L'important, c'était de dire les protestants sont les gentils et les catholiques sont les fanatiques. Point. Fermez le bas. Donc, après la réhabilitation de Calas, dont il tire gloire, il apprend que La Baumelle a repris sa plume pour commenter une de ses œuvres. La Baumelle était partie prenante dans l'affaire Calas. Parce qu'il était un jeune protestant, qu'il habitait dans le coin et qu'il était marié avec la sœur d'un des protagonistes de l'affaire. Donc là, La Baumelle a repris sa plume. La Baumelle, c'était son métier, il n'a jamais renoncé à écrire. Hein. Donc là, Voltaire sur l'artillerie lourde, il écrit au prince de Condé, au comte de Saint-Florentin et à Richelieu pour dénoncer, je cite, « ce petit huguenot autrefois réfugié, confiné actuellement en Languedoc, sa patrie, qui fut enfermé à Bruxelles, il devrait être encore... » C'est-à-dire que pour lui, il devrait depuis 10 ans être encore à Bicêtre, pour la fameuse critique dont on parle. Bicêtre est infamant. Il n'a jamais été à Bicêtre. Il a été mis à la Bastille. Il n'a jamais été à Bicêtre. C'est infamant. Et il voudrait qu'il y soit depuis 10 ans. Il fait courir les bruits les plus mensongers à son propos. Il recherche dans ses écrits ce qui pourrait être mal vu des autorités et les falsifie sans vergogne. Il invente des calomnies contre Louis XIV et Madame de Maintenon et redit qu'il habitait pour cela à Bicêtre, alors qu'il a été à la Bastille et jamais à Bicêtre, et il vocifère contre ce métier de petit calomniateur, de petit falsificateur du coin de la rue. Il invente qu'il a été aux galères pour vol. Mais machin, mais vous ne savez pas qu'il a été aux galères? Mais comment ça, vous ne saviez pas? Qui c'est qui va vérifier? Comment on vérifie des calomnies pareilles? Et pour vol et indélicatesse chez une duchesse. Donc, il a volé une duchesse,
Et il a été envoyé aux galères. Et il le dénonce, et le dénonce dans 95 lettres anonymes contre lui. Il y a une descente de police chez la Baumelle qui, ahuri, écrit au ministre « Je vous jure, monseigneur, que de mes jours, je ne lui ai écrit ni songé à écrire une seule de ces lettres. On ne peut point dire des injures à l'oreille d'un tel calomniateur. Avec quelle pudeur hostile implorer l'autorité contre moi pour des injures que je ne lui ai point faites, tandis qu'il se fait lui-même justice de ses prétendues injures par des libelles imprimés. » C'est incroyable. Il a tous les droits et les autres n'en ont aucun. Voltaire dénonce ces prétendues lettres anonymes aux juges et aux curés de chez la Baumelle. La Baumelle est dans le Midi, il écrit aux juges et aux curés dans le Midi pour dire « Il a fait des libelles absolument abominables. » C'est faux. C'est faux, mais personne ne peut vérifier. C'est la postérité qui peut vérifier. Tous les papiers de Voltaire ont été épluchés, c'est comme ça qu'on le sait. Alors, l'épouse de la Baumelle, sœur de Lavaïs, c'était une des personnes qui était présente pendant la mort de Marc-Antoine Calas, pendant l'affaire Calas. Donc, l'épouse de la Baumelle écrit pour rétablir la vérité et demander la paix. Il écrit « Est-il possible qu'à votre âge, il a 73 ans là, quand il continue de se déchaîner, vous ne puissiez vous résoudre à jouir de votre gloire et à laisser les autres jouir de leur obscurité ?» C'est quand même joliment dit. Ben non, pas question. Réponse de Voltaire. Écoutez bien, écoutez bien. Cette femme lui dit « Fichez la paix à mon mari, laissez-le vivre. » Il lui répond « Il a naguère mérité un châtiment plus terrible que la Bastille ou que Bicêtre, pour avoir insulté Louis XIV, le duc d'Orléans, régent, et tous les ministres, ajoutant « On paye cher longtemps les emportements d'une jeunesse effrénée. » Mais il n'a jamais insulté ni le régent, ni personne. C'est faux. C'est faux. C'est lui qui a tout inventé. Vous savez, la fameuse duchesse qui a été volée par la Baumelle et qui a fait qu'il l'a envoyée aux galères, elle intervient. Elle intervient. La duchesse dont il s'est servi pour accabler sa victime le disculpe. La duchesse écrit « C'est pas vrai. Il m'a rien volé, j'ai rien contre lui. » Et elle reproche à Voltaire sa querelle. « Pourquoi poursuivez-vous en mon nom? Attendez, je vous ai rien demandé, moi. Il m'a rien fait, la Baumelle. » Réponse de Voltaire. « Voudriez-vous que j'oubliasse parce que vous lui pardonnez? Je ne le puis, madame. La vérité ne pardonne point. » Et il ajoute « Voudriez-vous ravir au particulier le droit de se défendre ?» Mais elle pardonne pas, la duchesse, elle disculpe. Il n'écoute pas, il continue. Il continue à vomir ses calomnies. Alors cette fois, il ne va pas réussir à faire enfermer la Baumelle une nouvelle fois, mais il le réduit à l'impuissance en le tétanisant de peur. La Baumelle va terminer ses jours dans la terreur. Monsieur de Goudanès, commandant au pays de Foix, a menacé le sieur La Baumelle de le mettre pour le reste de sa vie dans un cachot s'il continue à vomir ses calomnies. Et il continue. Il continue. La même année, 1767, il publie L'Ingénu, une pièce qui dénonce l'incarcération sans procès, les lettres de cachet et les horribles séjours qu'on impose à la Bastille à des innocents qu'on n'a pas entendus. Sa duplicité est diabolique. Il est diabolique. Et les enfants des écoles, enfin les enfants ou les jeunes gens des écoles, quand on leur fait étudier Voltaire, on leur dit « Vous avez vu comme il dénonce bien ?» Ah ben oui, qu'est-ce qu'il dénonce bien? Vous vous rendez compte l'imposture? Vous vous rendez compte l'imposture? Et c'est pas fini. Voltaire va réussir à faire saisir chez un libraire une édition de la Henriade. La Henriade, c'est le grand poème qu'il a écrit sur Henri IV et qu'il a rendu célèbre dans sa jeunesse, annoté par la Baumelle, qui n'a jamais renoncé à son droit à la critique, et il menace d'écrire aux plus hautes autorités de l'État, au chancelier, au conseil et au roi lui-même. Puis il falsifie la lettre justificatrice écrite par la duchesse pour lui faire dire le contraire. La main sur le cœur, il dira « Mon cœur et mon esprit ont toujours tout sacrifié à ce que j'ai cru, la vérité. » Dans son dictionnaire philosophique, il a écrit un article qui s'appelle « Persécuteur ». Il écrit « C'est celui dont l'orgueil blessé et le fanatisme en fureur irritent le prince ou les magistrats contre des hommes innocents qui n'ont d'autre crime que de n'être pas de son avis. » Il était diabolique. Et en mot de la fin, la conclusion c'est, il écrit, je cite, ouvrez les guillemets, « Nous avions besoin autrefois qu'on encourage à la littérature, et aujourd'hui, il faut avouer que nous avons besoin qu'on la réprime. » Petite, infime partie des horreurs et des persécutions que Voltaire a fait subir à tous ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin avec quelque talent ou quelque grandeur d'âme dont le héros de la République était totalement privé.
Alors, il a été panthéonisé en 1791, c'est un grand, grand, grand héros de la Révolution. Ben oui, il a ouvert la voie, vous voyez, à la liberté, tout ça, surtout la liberté de penser, la liberté religieuse, et tout ça, et tout ça. Il est le modèle et l'idole de la République. Et alors, je voudrais faire part, avant de conclure, et j'en ai terminé, j'ai fait une conférence proche de celle-ci à Batna, en Algérie, invitée par l'université. Et j'ai fait cette conférence devant un parterre de professeurs de lettres algériens. Et à la fin, une professeure angoissée s'est approchée de moi et m'a dit « Mais comment je vais faire maintenant avec mes étudiants ?» Et je n'ai pas de réponse à cette angoissante question, mais je la salue parce que c'était vraiment, j'ai été reçue comme une princesse à Batna, en Algérie. Voilà. Merci madame pour cette belle conférence. Comment ? Pour cette belle conférence et en plus dite avec conviction, et vous nous avez montré vraiment les bassesses du personnage, et il y en a bien d'autres d'ailleurs, bon, même qu'un personnage que je n'aime pas beaucoup, Jean-Jacques Rousseau, mais qui a été quand même lui aussi persécuté par Voltaire. Enfin, il a certainement à cause Voltaire voulait qu'on le brûle. Rivalité littéraire. Oui, c'est exact. Et il lui avait écrit également, monsieur, votre livre, on a envie de manger de l'herbe, venez en manger ici dans notre... Enfin, il en voulait sans doute à Rousseau parce que, indépendamment des mauvaises idées qu'il avait, Rousseau avait un beau style et Voltaire ne supportait pas que quelqu'un d'autre puisse briller en même temps. Donc c'est vraiment un sale individu, il faut bien le dire. Et donc vous nous avez bien montré quand même ces mauvais côtés que l'on a tendance à gommer et même à prendre en sens inverse, puisqu'on dit que ça n'est pas dans la vérité. Peut-être y a-t-il quelques personnes qui veulent poser des questions ou faire des remarques, et donc nous allons... Y a-t-il des questions? Oui. Oui, je me demandais comment Voltaire a fait pour rester, pour continuer à persécuter tout son monde et à continuer à avoir un pouvoir. Qu'est-ce qui lui conférait autant de pouvoir et d'influence? L'argent. Alors, non, pas que. L'argent. L'argent. Voltaire était très riche et il prêtait à des gens qui lui étaient... il avait des créanciers partout. Et le premier incident de paiement, il sonnait la charge. Donc il tenait tout le monde par le portefeuille. Il tenait tout le monde. Mais c'est pas uniquement ça. Il devait probablement tenir... Attendez, il y a une première chose à dire et qui fonctionne à tous les coups. Il n'avait aucun scrupule. Quand vous êtes face à quelqu'un qui n'a aucun scrupule et qui n'a aucune morale, comment faites-vous pour l'arrêter? À part lui envoyer les coups sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, il était insensible à tout raisonnement, de quelque sorte que ce soit. Mais maintenant, quand il écrivait aux uns et aux autres, vous avez vu que quand il demande à la reine d'intervenir, quand il demande à un tel et un tel, il ne trouve pas toujours une réponse favorable, mais il insiste et finit par trouver quelqu'un. Donc, à force de... Il était capable de passer 6 mois à écrire à des gens partout pour ne pas payer l'équivalent d'une broutille en impôts. Pour se faire exempter d'impôts d'une certaine taxe qu'il devait sur la propriété qu'il occupait, qui faisait lui le comte de Tournai, là, il a été capable d'écrire et de faire des recherches et d'écrire, mais pendant 6 mois, pour ne pas payer une bagatelle. Une bagatelle. Et il insistait, et il revenait voir, et puis au bout d'un moment, les gens disaient, bon, bah c'est bon, les gens s'en débarrassaient comme ça. Et il a... L'absence totale de scrupules, une hargne, il ne lâchait jamais. Il ne lâchait jamais. C'est comme ça. Vous savez, j'avais un père qui disait, donc c'est un peu grossier, non, bon. Celui qui réussit, c'est celui qui s'accroche, faut être morpion, il disait. Celui qui lâche pas, c'est lui qui gagne. Et il lâchait jamais. Il ne lâchait jamais. Ça va, ça peut passer ce que j'ai dit? Quand même. Voilà. S'il y a d'autres questions... Ah non, autre chose qu'il fallait que je dise. Non, autre chose qu'il fallait que je dise. Attendez. Il avait fait ses études... Non, mais ça c'est essentiel, il faut commencer par là. Il avait fait ses études primaires et secondaires à Louis-le-Grand, chez les Jésuites, où était envoyée toute la crème de l'aristocratie. C'est-à-dire qu'il a eu comme camarade de classe le fameux Richelieu, ils étaient copains avec lui, le ministre d'Argenson, il était sur les bancs de la classe avec tous ceux qui sont devenus ministres et du premier cercle du roi.
Donc il avait dans son carnet d'adresses des généraux, voilà. Ça c'est le numéro 1. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'ont tous suivi par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand il écrivait à d'Argenson, il savait où écrire à d'Argenson. D'Argenson, il a été ministre. Il écrivait à d'Argenson, il écrivait à Choiseul, il écrivait partout. Bon, Choiseul, il n'a pas été à l'école avec lui, mais il a eu comme camarade de classe des gens qui ont fait le gouvernement de la France de ces années-là. Alors, il avait ses entrées. Mais quand il a voulu quand il a voulu empêcher, je crois que c'est le président de Brosse d'entrer à l'Académie, Richelieu lui a dit sans moi. Débrouillez-vous. Je crois que c'est à cette occasion-là. Mais ça ne marche pas ici, il va essayer ailleurs. Effectivement, il a connu des gens très puissants et il était protégé de Madame de Pompadour. Louis XV ne l'aimait pas. Il a réussi à être gentilhomme de la Chambre du roi, il avait réussi, mais il a pu quitter la cour parce qu'il a fait des remarques qui sont venues à l'oreille du roi. Et le roi n'aimait pas le comte de Ferney, comme il disait. Mais Madame de Pompadour, elle, aimait beaucoup les encyclopédistes en général et Voltaire en particulier. Ah oui, tout à fait. Aussi. Sinon, il y a aussi une chose assez amusante que j'avais vue, c'est qu'il avait un jour était monté en chaire carrément dans l'église et il avait expliqué aux paysans qui lui volaient quelques stères de bois ou un petit peu de produits agricoles, du foin, des choses comme ça. Il leur a fait tout un sermon sur le châtiment éternel qu'ils encouraient. Donc la religion était bonne pour le peuple. Hein. Ah oui, il a toujours dit qu'il fallait de la religion au peuple. Peut-être une autre question. Il faut de la religion à la canaille. Dernière question. Oui. Merci pour cette conférence. Donc, bon, on a bien compris à travers votre conférence que c'était plutôt un pauvre type. Je dirais un psychopathe. Voilà, mais pas très tolérant. Donc ça, c'est au niveau du personnage et de sa vie privée. Mais est-ce qu'à travers ses écrits, à travers ses idées, à travers la pensée voltairienne, est-ce que vous arrivez à faire un lien avec ce personnage qui n'est pas très aimable? Je suis assez clair dans ma... Non, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, ce que je regrette. Est-ce que d'un point de vue de ses idées, oui, il y a quelque chose qui pourrait expliquer sa conduite tout au long de sa vie, son intolérance? Non, je crois qu'il était psychopathe. Je crois vraiment qu'il était psychopathe. Vous pensez vraiment qu'il y a une duplicité entre sa vie privée et sa pensée? C'était un menteur pathologique. Il avait, mais il aurait renié père et mère. Je veux dire, il n'avait aucune morale, aucune. C'est certainement le personnage le plus monstrueux de notre histoire. J'en vois pas un qui puisse lui arriver. Bon, à part les grands criminels sexuels, hein, je pense à Gilles de Rais, bon évidemment, Voltaire n'a jamais égorgé les petits-enfants, mais au niveau de son plaisir à faire du mal, il est inégalable. Alors, il a été quand même le poisson pilote, il faut le dire. Il a été le poisson pilote, mais pas tout seul, avec tous les gens de l'encyclopédie, du capitalisme sauvage qui s'est instauré en France avec la Révolution française. Hein. Alors, tout le monde n'a peut-être pas compris ça, mais dans l'Ancien Régime, l'économie était, enfin, ce qu'on appelle après l'économie, disons, la circulation des biens, la fourniture des subsistances au peuple et la gestion des métiers, tout ça, c'était organisé sous la haute surveillance du roi pour le bien commun. À partir de la Révolution française, c'est l'argent qui compte, on laisse faire les marchands et on abolit toute morale. C'est ce qui s'est passé et les Lumières ont été le mouvement qui a permis de renverser les valeurs pour faire aboutir la Révolution, et Voltaire a été un des grands artisans de ce renversement des valeurs. Donc la Révolution française, c'est quoi? C'est on supprime la police des grains, on ne surveille plus les marchés, on ne surveille plus les marchands, les marchandises seront vendues selon la loi de l'offre et de la demande, et celui qui n'a pas les moyens, mais qui crée. Et la Révolution française, c'est ça. Ça, l'ai-je bien résumé? Oui. J'ai mis longtemps à le comprendre. Hein. Moi, j'étais très très pro-révolutionnaire jusqu'à il y a encore... Bon, maintenant, ça commence à faire, mais disons, il a fallu que je fasse plusieurs années d'histoire avant véritablement de comprendre l'arnaque. Alors, quand j'ai vu le génocide vendéen, là, j'aime autant vous dire que c'est là, après, là, hop. Marion, est-ce qu'il a regretté ses erreurs à la fin? Jamais. Alors, il a jamais regretté ses erreurs, mais il a vu le diable au pied de son lit. Hein. C'est-à-dire que il est mort de façon abominable.
il y avait la queue devant sa maison. Les gens, il était hébergé par des amis sur le quai, aujourd'hui le quai Voltaire. Les gens venaient pour le voir. Il était en fait dans une cabane au fond d'un jardin où on ne lui versait même pas à boire. Il buvait le contenu de son pot de chambre. Il est mort en poussant des hurlements de terreur, en criant « Non, 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 non !» Vous avez compris à qui il disait non. Voilà. Il est mort. Son médecin, qui s'appelait Tronchin, même nom qu'un banquier, enfin un honnête homme tout à fait, disait, après la mort de Voltaire, il a mis des mois à s'en remettre de ce qu'il avait vu. C'est épouvantable. Donc il poussait des hurlements, il se débattait comme si le diable le tirait par les pieds, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc se repentir, lui... Et alors il donnait ordre à son médecin de le sauver. Il dit « Sortez-moi de là ». Et Tronchin disait « Monsieur Voltaire, il faut mourir ». « Non, non, non !» Merci, chère madame, pour cette belle conférence et pour ces diverses remarques. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, notre dîner. Oh, une bonne idée. Auparavant, je signale à ceux qui voudront voir madame Sigaud, qui voudront faire signer un livre, qu'elle a... Oui, j'ai quelques Voltaire, là, encore. Et donc, il sera possible d'échanger un petit peu avec elle. Voilà, sinon, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Simplement, Civitas a fait deux petites feuilles, qui je crois sont gratuites. L'une qui explique ce qu'est le mouvement Civitas et l'autre qui vous dit y a-t-il des raisons de ne pas adhérer à Civitas, avec point d'interrogation quand même. Donc vous pourrez trouver ça là, sur cette table et sinon il y a juste une ou deux dates et c'est mon adjoint Mathieu, que je remercie d'ailleurs d'avoir tout organisé aujourd'hui, et c'est Mathieu qui va vous donner ses consignes. Merci à vous. Deux dates à retenir, donc c'est le 15 juillet au Cassandre Fristo organise le pèlerinage à Domrémy, vous êtes tous conviés. Oh, la belle Cassandre sera présent. Le quand 15 juillet. Ah, je suis à Tokyo le 15 juillet, Ah, je suis désolée, ah non. Symposium, hein. Bon, voilà. Moi, je suis à Florence. Bon. Et non, mais de tout cœur avec vous. Voilà, merci bien. Et le 29, 30, 31, nous faisons en Mayenne notre université d'été où on vous attend nombreux. Voilà, donc on va maintenant... Comment? En Bretagne? En Mayenne. Juillet? Oui, 29, 30, 31. Et voilà, donc on va remettre des tables pour qu'on puisse manger. Donc voilà, merci à tous et bon repas. Bonne soirée à tous.